Je me suis moqué du Coran devant des millions de personnes à la télévision française. Et cette même nuit, ma vie a commencé à s'effondrer. Je pensais que c'était juste de l'humour, que je pouvais rire de tout. Mais je n'avais aucune idée que cette plaisanterie marquerait le début de la plus grande transformation que j'ai jamais vécue. Des mois plus tard, l'homme arrogant qui riait du sacré était le même qui s'agenouillait en silence, pleurant devant les paroles qu'il avait autrefois ridiculisées. Mon nom est Pierre Dubois. J'ai 52 ans et je suis de Lyon, France. Pendant des années, j'ai été connu comme présentateur télé et satiriste, vivant des rires et des applaudissements sur la télévision nationale française. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui s'est passé après cette nuit où j'ai décidé de me moquer du Coran en prime time sur France 2. Avant de continuer mon récit, écrivez en commentaire d'où vous regardez. Je veux savoir dans quel pays cette histoire arrive, car si cette histoire m'a atteint de façon si inattendue, elle peut aussi vous atteindre. J'ai vécu quelque chose dont beaucoup rêvent et que peu réalisent vraiment dans le monde compétitif de la télévision française. Pendant des années, j'ai été traité comme une véritable icône de l'humour satirique français. Les portes de France Télévisions, Canal+ et TF1 m'étaient toujours ouvertes et chaque saison télévisuelle semblait être une nouvelle escalade vers le sommet du succès dans le monde du divertissement francophone. Des contrats de plusieurs millions d'euros arrivaient sur mon bureau comme s'ils étaient des invitations à une soirée parisienne sans fin. Les grandes marques françaises voulaient mon visage sur leur publicité. Les magnates des médias se disputaient de ma présence à leurs galas, et je marchais dans les rues de Paris, Lyon et Marseille, entouré de flashs d'appareils photo, d'embrassades et de demandes d'autographes. C'était comme si toute la France riait avec moi, et je me convainquais que c'était là le vrai sens de la vie, faire des blagues et être applaudi par mes compatriotes. Mes spectacles remplissaient les lieux les plus prestigieux de France, de l'Olympia au Palais des Sports. Mes émissions spéciales sur France 2 et M6 battaient des records d'audience. Les diffusions atteignaient des millions de personnes à travers le monde francophone, incluant la Belgique, la Suisse et le Québec, et chaque sketch satirique semblait augmenter encore plus mon influence. Le public français loyal croyait que je pouvais plaisanter sur n'importe quel sujet. Politiciens, célébrités, questions sociales, même la religion. Je n'avais qu'à ouvrir la bouche avec mon accent lyonnais distinctif et la foule explosait de ce rire particulièrement français que j'avais si bien maîtrisé. Cela nourrissait énormément mon ego. Je me disais, je suis intouchable, rien ne peut ébranler ma carrière. Et ce sentiment de pouvoir me faisait croire que j'étais au-dessus de toute limite, au-dessus du bien et du mal, au-dessus de tout reproche de la société française ou de la communauté francophone plus large. Mais il y avait quelque chose que je ne remarquais pas à cette époque. Les mêmes scènes qui m'élevaient des grands théâtres de Paris aux studios de télévision de Boulogne-Billancourt seraient les mêmes qui m'exposeraient non plus comme une star de la comédie française, mais comme un homme fragile et perdu. L'industrie française du divertissement était devenue mon royaume. Je me souviens d'entrer dans les bureaux des grandes chaînes françaises et de voir comment les dirigeants s'illuminaient quand j'entrais dans la pièce. Les tables de conférences se remplissaient de propositions pour de nouvelles émissions, des spectacles comiques et même des opportunités cinématographiques avec les productions françaises. Le style de vie qui accompagnait ce succès en France était enivrant. Je vivais dans un magnifique appartement du 16e arrondissement de Paris avec vue sur la Tour Eiffel. Je conduisais des voitures de luxe françaises, une Bugatti et une Peugeot 508 que la plupart des Français ne voyaient que dans les magazines. Mon calendrier social était rempli de fêtes parisiennes exclusives, de premières de films à Cannes et d'événements tapis rouges à travers la France. Les célébrités françaises recherchaient mon amitié, et j'étais fréquemment photographié aux premières, aux galas de charité, au profit de causes françaises et aux rassemblements privés de l'élite du divertissement français. Ce que je ne savais pas, c'est que cet empire entier que j'avais construit avec des mots drôles, prononcés en français parfait, commencerait à s'effondrer précisément
avec un mot de moquerie dirigé vers quelque chose de sacré pour des millions de musulmans français et du monde entier. Je me souviens de cette nuit comme si c'était maintenant. Le studio de France 2 était bondé, les caméras étaient allumées et une fois de plus j'avais le pouvoir de diriger l'attention de millions de téléspectateurs français pendant le prime time. Il était 21h ans, le pic d'audience de la télévision française, le moment où les familles de toute la France se rassemblaient autour de leur télévision en attendant que je les fasse rire aux éclats. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai décidé de franchir une ligne que je n'aurais jamais dû toucher. L'émission s'appelait Dubois Direct, mon programme phare qui passait avec succès depuis 5 ans sur France 2. Le format était simple, commentaires satiriques sur l'actualité, interviews de célébrités et sketchs comiques qui poussaient souvent les limites de ce qui était acceptable sur la télévision publique française. Au milieu du programme, pendant un segment sur les tensions religieuses en France, un sujet qui dominait l'actualité française à cause des débats en cours sur la laïcité et l'intégration des communautés musulmanes, un de mes producteurs a placé un exemplaire du Coran dans mes mains. C'était pendant la période où la France connaissait des discussions accrues sur les pratiques islamiques dans la société française, le port du hijab dans les écoles et la construction de mosquées dans les villes françaises. J'aurais pu faire n'importe quelle autre blague, choisir n'importe quel autre objet, aborder le sujet avec la sophistication que le discours intellectuel français exige généralement. Mais cette nuit-là, je voulais choquer le public français. J'ai tenu le livre devant les caméras, j'ai regardé directement le public avec ce sourire narquois qui m'avait rendu célèbre dans toute la France. Et avec mon accent lyonnais distinctif, j'ai commencé à me moquer. « Mes chers téléspectateurs », ai-je dit, « voici le livre qui fait tant parler dans nos banlieues. » J'ai fait des blagues lourdes sur les musulmans français, joué avec des versets que je ne comprenais même pas, me suis moqué des prières quotidiennes qui résonnaient depuis les mosquées de Marseille, Lyon et des banlieues parisiennes. Et à un moment j'ai demandé, riant fort de ma manière caractéristique, « Et maintenant, est-ce qu'Allah va apparaître ici sur France 2 ?» Le public du studio a explosé de ce rire particulièrement français, intellectuel mais grossier, sophistiqué mais moqueur. Les gens applaudissaient avec l'enthousiasme typique du public parisien. Certains se pliaient en deux de rire sur leur siège, et je sentais que je possédais non seulement le studio, mais toute la télévision française. Mais en moi, quelque chose a commencé à me déranger. Tandis que le public français riait, tandis que Twitter explosait de partages et de commentaires, tandis que mon nom commençait à devenir tendance sur les réseaux sociaux français, j'ai remarqué un silence étrange qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'était comme si l'air de ce studio parisien était devenu lourd, comme si cette joie avait un goût amer que même le meilleur vin français ne pouvait effacer. L'émission a continué pendant encore 45 minutes après ce segment. J'ai suivi ma routine habituelle. Satire politique sur les politiciens français, interviews avec des célébrités françaises, performances musicales d'artistes français populaires, mais il y avait un courant sous-jacent d'inquiétude que je ne pouvais pas secouer. Je suis rentré dans mon appartement du 16e arrondissement ivre d'applaudissements, encore convaincu que j'avais marqué l'histoire de la télévision française. J'ai ouvert une bouteille d'excellent champagne français, appelé mes amis les plus proches pour célébrer un autre spectacle réussi, et je suis allé me coucher en pensant à comment cela serait discuté dans les médias français pendant des semaines. Mais quelques heures plus tard, dans le silence de mon appartement parisien avec vue sur la ville lumière, l'euphorie a cédé la place à une sensation étrange. Je n'arrivais pas à dormir. Les rires des Français résonnaient dans mon esprit, mais en même temps il y avait une ombre en moi. Cette nuit semblait interminable, même pendant que Paris dormait paisiblement dehors mes fenêtres. Après cette nuit où j'avais osé me moquer du Coran à la télévision française, les choses ne sont pas revenues à la normale dans ma vie parisienne. Au début, j'ai pensé que c'était juste la fatigue du programme intense de production télévisuelle française. Mais bientôt les signes ont commencé à apparaître dans mon appartement du 16e arrondissement. Discrets d'abord, presque imperceptibles, jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Les nuits à Paris sont devenues un tourment.
Je fermais les yeux dans ma luxueuse chambre, avec vue sur la tour Eiffel, et j'étais immédiatement jeté dans des cauchemars qui semblaient plus réels que n'importe quelle émission de télévision que j'avais jamais faite pour les audiences françaises. Je voyais des ombres qui m'observaient depuis les coins de mon appartement, sentais des mains lourdes qui tenaient ma poitrine pendant que j'essayais de dormir. Et je me réveillais en sueur froide avec mes draps de soie trempés, respirant difficilement, comme si j'avais couru à travers tout Paris. Je me disais que c'était juste le résultat du stress d'être une figure si proéminente dans les médias français, la pression de maintenir mon statut de premier satiriste de France. Après tout, la télévision française est notoirement exigeante et les attentes du public français sont incroyablement élevées. Mais les signes ont augmenté dans tout mon appartement parisien. Des voix ont commencé à chuchoter dans le silence de l'aube, parfois en français, parfois dans des langues que je ne pouvais pas identifier. J'entendais mon nom appelé Pierre, Pierre. Mais quand je fouillais chaque pièce de mon appartement, il n'y avait personne. Les lumières de mon appartement clignotaient sans explication. Les antiquités françaises coûteuses tombaient au sol toutes seules, et ma collection de vins français fins se réarrangeait d'une manière ou d'une autre sur les étagères. J'ai même enregistré des vidéos pendant ces épisodes avec mon iPhone. J'allumais la caméra en tremblant, essayant de documenter ce qui se passait dans mon appartement, peut-être pour le montrer à quelqu'un, ou même comme un moyen de me prouver que je ne perdais pas l'esprit. Mais quand je regardais les enregistrements, j'étais terrifié par l'expression sur mon visage, par l'angoisse reflétée dans mes yeux. Ce n'était pas le Pierre Dubois confiant que des millions de téléspectateurs français connaissaient et aimaient. Je n'ai jamais rien posté sur mes comptes de réseaux sociaux. Je ne voulais pas que les Français voient ce côté vulnérable. Moi, le grand satiriste, l'homme qui faisait rire les familles françaises pendant le prime time, je ne pouvais pas paraître effrayé. Ce secret est devenu un fardeau énorme. Plus je le cachais, plus il devenait lourd. Les nuits à Paris sont devenues interminables et je ne pouvais plus trouver de repos même dans la plus belle ville du monde. C'était comme si mon âme était facturée pour quelque chose que j'avais fait, mais que je ne voulais pas admettre. Le pic de mon cauchemar n'a pas tardé à se révéler devant les caméras de France 2. C'était encore une nuit d'enregistrement pour Dubois Direct, le studio bondé de membres du public parisien, éclairage intense de studio, et j'étais déjà habitué à entrer sur ce plateau familier comme quelqu'un qui entre chez lui. Mais quelque chose était différent ce soir-là à Boulogne-Billancourt. Depuis tôt ce matin-là à Paris, je sentais une pression étrange dans ma tête, un poids dans mon corps, comme si ma force était drainée comme l'eau coulant dans la Seine. Je l'ai ignoré, me disant que c'était juste une autre journée exigeante à la télévision française. Après tout, l'émission ne pouvait pas s'arrêter. Des millions de téléspectateurs français comptaient sur moi. Quand les lumières se sont allumées et j'ai entendu les applaudissements du public parisien du studio, j'ai essayé de dissimuler ma condition. J'ai ouvert le programme avec mon sourire habituel, plaisanté avec quelques personnes au premier rang, en utilisant mon humour lyonnais caractéristique, mais la sensation n'a fait qu'augmenter. La sueur coulait sur mon front sous les lumières chaudes de télévision. Mes mains tremblaient pendant que je tenais mes notes, et ma vision a commencé à se brouiller alors que je regardais la mer de visages français. Soudain, tout a tourné. Le studio, les caméras, le public français, le plateau familier de France 2, tout a commencé à tourner comme un terrible carrousel. En quelques secondes, le monde s'est assombri devant moi et je me suis effondré là, sur la scène de la télévision nationale française. Je me suis évanoui en direct à la télévision française. Le public parisien du studio a paniqué. Les gens criaient en français « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» L'équipe de production de France 2 a couru vers moi et les caméras ont tout diffusé en direct à travers la France et le monde francophone. Des millions de Français ont regardé à ce moment exact la chute de l'homme, qui avait semblé inébranlable. Je me suis réveillé des heures plus tard dans un hôpital parisien prestigieux. Les médecins français m'entouraient, parlant en français médical rapide, effectuant des tests, mais aucun diagnostic n'a été trouvé. Ils ont dit que j'étais en bonne santé, qu'il n'y avait aucune raison physique pour cet effondrement. « Monsieur Dubois, ont-ils dit, vous êtes en parfaite santé. » Mais en moi, je savais,
Ce n'était pas juste un problème de santé, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait être expliqué dans aucun rapport médical, qu'il soit en français ou dans n'importe quelle autre langue. Les jours suivants ont été les pires de ma vie en France. La scène de mon évanouissement est devenue virale, non seulement en France, mais dans tout le monde francophone. C'était dans tous les journaux français, Le Figaro, Le Monde, Libération, sur les sites d'actualité français, et est devenue l'une des vidéos les plus commentées sur les réseaux sociaux français. Si avant j'étais vu comme le visage de l'humour satirique français, maintenant j'étais le centre de gros titres négatifs dans tous les médias français. La même presse française, qui avait exalté mes réussites, a commencé à rapporter des scandales, fouiller dans mon passé et explorer chaque défaut comme s'ils étaient des preuves d'un jugement inévitable de la société française elle-même. Le Parisien publiait des gros titres questionnant ma stabilité mentale. France Inter discutait de mon comportement problématique dans leurs émissions matinales. Même France Culture, typiquement focalisée sur le discours intellectuel élevé, présentait des débats sur si mon style d'humour était devenu toxique pour la société française. Soudain, les contrats avec les chaînes françaises ont été annulés. TF1 a retiré mon spectacle comique à venir. Canal+ a décidé de ne pas renouveler mon contrat. Les invitations aux événements français prestigieux ont disparu, et les dirigeants médiatiques qui s'étaient battus pour ma signature ne répondaient plus à mes appels depuis mon appartement parisien. C'était rapide, presque cruel, de la manière que seule la société intellectuelle française peut l'être. Les amis qui avaient juré loyauté dans les salons de Paris se sont distancés en silence. Beaucoup ont simplement cessé d'apparaître à nos lieux habituels, les cafés de Saint-Germain-des-Prés, les restaurants exclusifs du 8e arrondissement, les clubs privés où l'élite du divertissement français se rassemblait. L'annulation n'était pas seulement liée aux médias, elle était profondément personnelle et sociale, frappant au cœur de ce que signifie être accepté dans la société française. Je marchais dans Paris et remarquais des regards de désapprobation de personnes qui me reconnaissaient, des chuchotements derrière mon dos en français. « C'est lui, Pierre Dubois, qu'est-ce qui lui arrive ?» Au fond, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas juste l'œuvre des médias français ou la conséquence d'une erreur professionnelle diffusée sur France 2. C'était comme si une main invisible démontait chaque pièce de ma vie parisienne, soigneusement construite, une par une. Cette nuit-là, différente de toutes les autres dans mon appartement parisien, le sommeil m'a enveloppé d'une manière étrange. Au lieu de mes cauchemars habituels, je me suis trouvé dans un lieu vaste qui semblait exister au-delà des limites physiques de Paris ou de n'importe où ailleurs sur Terre. L'espace était illuminé par une lumière dorée qui ne semblait venir d'aucune source terrestre, ni des lampadaires de Paris, ni de l'illumination nocturne de la Tour Eiffel, mais de quelque chose de surnaturel. Au centre de cet espace éthéré, il y avait un livre géant, suspendu dans l'air, brillant comme si chaque page était faite de l'or le plus pur. Je ne pouvais pas détourner le regard, ne pouvais pas bouger mes yeux pour prendre le reste de ce lieu mystérieux. Le livre m'attirait avec une force magnétique irrésistible. Je me suis approché, mes pieds bougeant sans ma décision consciente, et j'ai réalisé que le livre était ouvert. Les lettres qui apparaissaient sur ces pages n'étaient comme aucune écriture que j'avais jamais vue, ni française, ni arabe, ni aucun langage humain que je pouvais reconnaître. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je les comprenais parfaitement. Elles étaient vivantes, pulsant de leur propre lumière intérieure, et il semblait que chaque mot perçait directement mon cœur, contournant complètement mon esprit rationnel français. À ce moment, j'ai entendu une voix, ferme, mais remplie d'une compassion infinie. Elle me parlait en français, parfait, mais avec une autorité qui transcendait toute voix humaine que j'avais jamais entendue. « Tu t'es moqué de ma parole, mais il y a encore du temps pour changer. » Je me suis réveillé dans ma chambre parisienne avec des larmes coulant sur mon visage. Mon corps tremblait incontrôlablement. Mon cœur battait si rapidement que j'ai craint qu'il puisse s'arrêter. Et j'étais complètement désorienté, incertain pendant un moment si j'étais encore dans ce lieu doré ou de retour dans mon appartement surplombant Paris. Ce n'était pas juste un rêve commun. Chaque Français connaît la différence entre les rêves et la réalité. Et c'était quelque chose d'entièrement différent.
Ça avait été un appel, un avertissement direct qui m'était livré personnellement. C'était la curiosité qui m'y a mené par une soirée tranquille à Paris. Je marchais dans le 5e arrondissement, essayant de ne pas être reconnu par les passants français quand je suis passé devant la grande mosquée de Paris. J'étais passé devant cette mosquée historique d'innombrables fois pendant mes années de vie dans la capitale, sans jamais y prêter attention. Mais ce soir-là, quelque chose m'a attiré à m'arrêter. L'appel à la prière se terminait alors que je m'approchais, et je pouvais entendre la récitation arabe mélodique s'évanouir dans le crépuscule parisien. Pour la première fois de ma vie, au lieu de le trouver étranger ou amusant, je l'ai trouvé étrangement beau. L'intérieur de la mosquée était une révélation. Je m'attendais à quelque chose d'austère, mais j'ai plutôt trouvé une architecture islamique exquise, des motifs géométriques complexes, de la belle calligraphie arabe, une atmosphère de paix profonde qui semblait exister dans une dimension différente des rues animées de Paris à l'extérieur. Je me suis assis discrètement au fond, observant les musulmans français alors qu'ils terminaient leur prière. Il y avait des gens de tous horizons, nord-africains, Africains subsahariens, convertis français, immigrés, citoyens nés français, tous unis dans leur culte. Un homme s'est approché de moi après la fin des prières. Ce n'était pas un imam ou un leader célèbre, ni quelqu'un d'important dans les cercles islamiques français, juste un musulman français ordinaire, probablement dans la soixantaine, avec des yeux bienveillants et une voix calme. Il m'a parlé en français parfait, avec un léger accent qui suggérait des origines nord-africaines. Il m'a salué poliment et, sans montrer aucun signe de me reconnaître comme la personnalité de télévision célèbre qui s'était moquée de sa foi, a simplement dit « Mon frère, Dieu a encore des projets pour vous. Ne vous moquez plus, étudiez la vérité. » Ces mots, prononcés en français par cet homme humble au cœur de Paris, ont percé mon cœur comme une flèche. C'était comme s'il avait lu mon âme, comme s'il savait exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment. J'étais sans voix, je ne pouvais que hocher la tête, essayant désespérément de contenir les larmes qui voulaient couler. 5 mois. C'était le temps qu'il m'a fallu pour me rendre complètement 5 mois du voyage spirituel et intellectuel le plus intensif de ma vie, mené entièrement en France tout en maintenant un secret absolu des médias français. Pendant cette période, je me suis plongé dans des études intensives du Coran, mais maintenant avec des traductions et commentaires français qui m'ont aidé à comprendre la profondeur de ce que j'avais précédemment tourné en dérision. J'ai passé des nuits dans mon appartement parisien à lire, réfléchir, comparer chaque mot avec la vie que j'avais menée jusqu'alors comme figure proéminente de la société française. J'ai trouvé des leaders islamiques à travers la France disposés à me parler en secret, à Paris, Lyon, Marseille et d'autres villes françaises avec des populations musulmanes significatives. Ces conversations ont eu lieu dans des mosquées, des centres culturels islamiques et des maisons privées, toujours avec la compréhension que mon identité et nos discussions resteraient confidentielles. La communauté islamique en France, malgré toutes les raisons de me rejeter, m'a accueilli à bras ouverts. J'ai appris l'histoire de l'islam en France, les défis affrontés par les musulmans français, la beauté de la civilisation islamique qui avait autrefois prospéré dans des lieux comme Cordoue et avait tant contribué à la connaissance humaine. C'était des mois de silence, de retrait des caméras et studios de la télévision française, d'une recherche que personne dans les médias français n'imaginait que j'entreprenais. Chaque doute que j'apportais était répondu non seulement avec des mots, mais avec une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Moi, qui avais toujours eu besoin d'applaudissements des audiences françaises pour me sentir vivant, j'ai découvert une nouvelle vie dans le silence de la prière. Les 5 prières quotidiennes ont commencé à structurer mes jours d'une manière que le programme chaotique de la télévision française n'avait jamais pu faire. À la fin de ces 5 mois, je ne pouvais plus résister à l'appel dans mon cœur. Il était temps de parler sincèrement au peuple français qui avait soutenu ma carrière pendant tant d'années. J'ai organisé une diffusion spéciale, mais cette fois ce ne serait pas pour la comédie. J'ai installé des caméras dans mon appartement parisien et enregistré une vidéo dans laquelle j'ai confessé mon erreur au monde francophone entier. Parlant dans mon français natal,
avec la tour Eiffel visible par mes fenêtres comme symbole du pays qui m'avait tant donné. J'ai demandé pardon d'avoir tourné en dérision le Coran à la télévision nationale française. Mes chers compatriotes, ai-je commencé. Mes mains tremblant, ma voix à peine stable. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose qui changera à jamais la façon dont vous voyez Pierre Dubois. J'ai déclaré ma foi en Dieu, expliquant mon voyage pendant les 5 mois précédents, mon étude de l'islam et ma décision d'embrasser cette foi que j'avais autrefois ridiculisée. Mes mains tremblaient pendant que je parlais, mes larmes coulaient librement, mais je savais que je faisais la bonne chose, étant finalement honnête avec le peuple français qui m'avait accueilli dans leur foyer à travers leurs écrans de télévision. La vidéo est devenue virale non seulement en France, mais dans tout le monde francophone et au-delà. Des millions ont regardé, Français, musulmans du monde entier et gens de toute confession. Beaucoup ont critiqué ma décision, d'autres ont été profondément émus. Aujourd'hui, regardant en arrière depuis mon appartement à Paris, où toute cette transformation a commencé, je vois clairement. Je me suis moqué du Coran devant des millions de Français, mais j'ai été transformé par le même Dieu que j'ai essayé de ridiculiser. Ma vie est la preuve que personne, même un satiriste français qui a bâti sa carrière en se moquant du sacré, n'est au-delà de la portée de la miséricorde divine. Je ne suis plus l'homme arrogant qui riait de ce que des milliards considèrent sacré. Je suis quelqu'un qui a été secouru, qui a trouvé un but, et qui a découvert que la vraie force n'est pas dans les applaudissements des audiences françaises, mais dans la reddition totale à Dieu. Ma routine quotidienne commence maintenant avant l'aube avec la prière du Fajr, accomplie dans mon appartement parisien tandis que la ville lumière dort encore. Les heures précédant l'aube sur Paris, autrefois remplies d'anxiété et d'effroi, sont devenues mon temps le plus paisible et productif. J'ai dû complètement reconstruire ma vie professionnelle. Bien que je ne puisse pas retourner à mon style précédent de comédie satirique, dont je reconnais maintenant qu'une grande partie était nuisible et spirituellement destructrice, j'ai trouvé de nouvelles façons d'utile.